Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors aujourd'hui, même s'il fait très froid, il y a un grand soleil, donc du coup je me suis quand même motivé à aller sortir. Alors aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, ça va aller d'aller à la rencontre de plantes sauvages assez primitives que l'on peut voir toute l'année, donc c'est ça l'avantage. Et dont une, je vous ai déjà parlé de cette espèce-là dans une précédente vidéo, mais s'il y a d'autres espèces, on va pouvoir aller à leur rencontre. Il s'agit des fougères, donc on va aller les rencontrer, les observer et je vous emmène avec moi voir tout ça. C'est parti. Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take Monday off too. Alors avant de commencer à aller découvrir toutes ces espèces, on va reparler du grand groupe des fougères. Alors pour ceux qui aiment la botanique, on appelle ça la grande division des ptéridophytes. Alors là-dedans, on retrouve tout ce qui est fougères, lycopodes, prêles, etc. Et ce groupement de plantes, il a la particularité d'être extrêmement vieux, de plusieurs centaines de millions d'années. Et donc ces plantes-là, elles sont assez intrigantes puisqu'elles ne possèdent et produisent ni fleurs ni graines. Donc elles ont un appareil déjà reproducteur et même une morphologie assez bien particulière. Et on va voir ça tout de suite, c'est parti. Bon alors voilà, on arrive sur la première espèce de fougère que je voulais vous montrer. Il s'agit de la Scolopendra officinale. Alors même si ici elle est en très mauvais état, on peut quand même facilement la reconnaître puisque ça fait des longues frondes d'à peu près 30 à 60 cm et on l'appelle également la langue de cerf. Et là je vous laisse comprendre pourquoi, c'est très ressemblant. On va essayer de trouver si on a des autres un petit peu plus sympas à observer. Alors voici une touffe de scolopendres bien plus intéressante, celle-ci elle est en bien meilleur état et ce qu'on va pouvoir tout de suite observer c'est les deux faces. Alors vous voyez la première face elle est bien verte foncée et c'est là que va être assurée la photosynthèse, c'est pour ça que c'est bien vert foncé. Et de l'autre côté c'est une toute autre organisation, le vert est beaucoup moins foncé et ça fait plein de petits traits comme ça. Ça rappelle le scolopendre, le mille-pattes du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et ici tous ces petits traits là, assez parallèles, c'est les sores donc qui contient les sporanges et les sporanges ça produit les spores. Donc ouais c'est assez compliqué mais c'est pas des plantes qui fonctionnent comme la plupart des fleurs. Elles vont assurer leur reproduction par les spores qui vont aller en apesanteur dans l'air et se déposer un peu partout. Alors enfin, pour conclure avec cette plante, il faut savoir qu'elle est protégée dans deux régions en France, à savoir la région PACA et le Limousin où elle est assez mal répandue, contrairement au nord de la France où elle est un petit peu plus répandue. Et ça peut s'expliquer par le fait que chez nous, il y a beaucoup plus de forêts ombragées, mais aussi beaucoup plus de ravins et de sols calcaires, puisque c'est ces milieux où elle va préférer pousser. Et enfin, pour finir, il faut savoir que cette plante, elle avait quelques vertus médicinales qui étaient très utilisées dans l'Antiquité, mais comme c'est une plante protégée, du coup, vous n'allez pas trop en avoir besoin, et on va la laisser tranquille surtout. Et donc, elle servait aussi pour réguler un petit peu plus au niveau du foie et de la rate, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi herbe à rate ou herbe hépatique. Alors comme je vous disais tout à l'heure, la scolopendre c'est une plante qui aime bien pousser dans les ravins et donc c'est pour ça qu'elle pousse vraiment sur les pentes abruptes. Là il y en a plein qui poussent sur le ravin, donc c'est vraiment rigolo, il y en a vraiment partout là où c'est en pente. On peut les retrouver aussi au bord des rivières et dans les milieux vraiment ombragés, mais surtout dans des milieux comme ça. Alors en vous présentant les fougères tout à l'heure, j'ai oublié de rajouter un truc très important, c'est qu'en fait les fougères elles sont très primitives et elles sont très autonomes et très peu intégrées à leur milieu. Donc c'est-à-dire qu'en fait par exemple les fougères de manière générale sont toxiques et ne sont très généralement pas dévorées par les herbivores. Donc du coup c'est un très grand avantage pour eux. Et aussi, elles n'ont pas du tout besoin des animaux ni d'autres éléments à part l'air pour se reproduire. Donc c'est pour ça, c'est des végétaux qui n'ont pas beaucoup de lien avec les autres animaux de leur écosystème, ou plantes, ou champignons, etc.
Alors voici la deuxième espèce de fougère qui est vraiment intrigante. Alors celle-ci, elle est beaucoup plus commune, beaucoup plus connue aussi. Cette espèce de fougère, elle est aussi abondante toute l'année, mais les nouvelles pousses vont apparaître d'ici le printemps. Et donc là, pareil, elle aime bien pousser dans les ravins, un petit peu comme ici. Donc là, il y en a vraiment partout. Alors ici, pour cette fougère, ça va fonctionner un petit peu différemment parce que de l'autre côté, il ne va pas y avoir tous les traits qu'on a vus sur l'autre espèce, mais il va y avoir plein de petits points. Alors tout ça, c'est pas des sores, mais c'est directement les sporanges qui vont produire les spores qui vont pouvoir être disséminés un petit peu partout dans les airs. Bon alors là, je suis sur le chemin du retour. J'ai pas vu d'autres espèces de fougères en plus de tout ce qu'on vient de voir à vous montrer. Alors la plupart des autres espèces qu'on peut retrouver ici, elles vont surtout se retrouver sur les murets, les pierres, etc. Donc c'est pas vraiment le cas ici, c'est pas vraiment le milieu. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez appris quand même pas mal de petites choses avec ce qu'on vient de voir ici. Strawberry on my lips.